Plaisir renouvelé d'être avec vous sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Il est 8h et c'est l'heure de votre émission d'analyse de décryptage. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vara, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour éditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons parler de l'acte 2 du dialogue politique qui s'est ouvert ce 17 juin 2021 autour de la table des partis affiliés au chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso et ce membre de l'alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et un projet de relecture à minima du code électoral en vue des échéances électorales à venir en 2022. La lecture des juges dans un instant. Nous allons également parler de l'actualité en Côte d'Ivoire avec le procureur qui a requis la prison à perpétuité contre l'ancien Premier ministre Guillaume Soro en exil. Il est poursuivi pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État. C'est le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Mais avant, nous allons écouter les avant-propos des juges. Et pour cette partie, nous allons commencer avec le juge Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va d'abord concerner le Burkina Faso et dans le milieu des affaires. Donc une longue affaire qui a commencé depuis longtemps, depuis près de 10 ans et qui est en train de voir son épilogue entre griffes parce que les affaires judiciaires en général, c'est pas terminé, parfois terminé, bon, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a des rebondissements. Il s'agit de l'affaire Sopam, donc de l'homme d'affaires burkinabé Mohamed Sougli contre Bolloré. En son temps, on sait que l'affaire du groupe qui devait venir servir à la centrale thermique de Komsilga, avec tout le renfort de presse qu'on avait eu, parce que en son temps, le directeur général était allé d'ailleurs à Saint-Nazaire avec certains médias pour illustrer que le groupe était en construction pour venir au Burkina Faso, parce que c'est par Saint-Nazaire en France que les choses ont été faites. Donc la suite on la connaît, ça n'a pas été livré à temps et puis comme on appelle ça, le groupe a pris un coup. Conséquence, l'entreprise Sopam a été sanctionnée et même exclue des marchés de la Sonabel au niveau du Burkina Faso. L'homme d'affaires burkinabé estime que tout ce préjudice subi a été par la faute du groupe Bolloré. Donc, de jugement en jugement, les choses me sont allées jusqu'à la Cour commune de justice d'arbitrage d'Abidjan. Donc, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et finalement, c'est une opération de saisie des biens de Bolloré et des comptes bancaires qui ont commencé. Il y a 5 pays qui sont concernés, dont le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et puis le Bénin, la Côte d'Ivoire. Donc l'opération a commencé. Donc j'ai dit c'est une guerre de titans. On ne sait pas comment est-ce que les choses vont se dénouer. Toujours est-il que c'est un homme d'affaires qui estime qu'il a subi un préjudice de la faute qui part de la responsabilité du groupe Bolloré. Donc j'ai dit c'est un rebondissement parce que des affaires de ce genre on en avait eu au Burkina Faso où des hommes d'affaires se sont longuement traînés devant la justice. Il y a eu l'affaire BIB Euro de l'homme d'affaires Thomas Bagamzare contre la banque qui a connu son épilogue autour d'une table de négociation. Il a eu raison. Ensuite, il y avait eu l'affaire Canal+, Edi Komboyogo. Là aussi, la suite, on la connaît. Et il y a cette affaire-là. J'ai dit, c'est une affaire de gros sous qui implique également des hommes forts, à l'image de certains autres dossiers dont on suit comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, deuxième avant-propos, si vous me permettez, c'est hier, au niveau du point de presse qui a été effectué au niveau des différents ministères, par rapport des 2 ministères concernés par rapport aux infrastructures scolaires donc, qui se sont effondrées 110 d'avril à juin et ce n'est pas encore fini. Donc parce que les choses continuent. Les ministres ont pointé du doigt le laxisme, la corruption, le clientélisme et puis la non-application effectivement des textes, alors que ce qui est demandé, si les textes sont très bien appliqués et que quand le ministère transfère les ressources aux collectivités, il suit jusqu'à l'exécution, je pense que nous ne serons pas dans une telle situation. Parce que ce qui ne va pas, c'est surtout au niveau du contrôle.
les contrôleurs, pour la plupart, ont failli et les entreprises également ont failli. Parce que quand les bâtiments de plus de 40 ans, il n'y a que 4 qui sont concernés au niveau du primaire, il n'y a que 4 qui sont concernés par les bâtiments de plus de 40 ans. Et c'est les bâtiments de moins de 40 ans qui occupent la plus grosse portion. Il y a effectivement problème à se poser sur la qualité des entreprises, la qualité des matériaux, la qualité des ouvrages et la qualité du contrôle. Parce que ça, c'est très important. Parce qu'il y a eu des moments où des contrôleurs ont fait stopper des bétons, vider toute la bétonneuse et dit de reprendre parce qu'ils ont mesuré, trouvé que ça ne respectait pas les normes. Mais quand le contrôleur attend d'ailleurs que l'entreprise le rejoigne dans un débit de boisson avec les documents pour qu'il signe, ça va toujours être comme ça. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, je vais m'intéresser au dialogue politique qui, lui, a été ouvert hier. On a vu donc le président du FASO, on a vu le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboego. Et puis, je pense qu'il y a le président aussi du MPP, je pense que c'est Edi Komboego et Simon Koporé qui préside donc ce rendez-vous-là. Ça a commencé hier, ça va s'achever demain. Et la grande question qu'on connaît, c'est la relecture à minima du code électoral, avec la question donc de l'élection des maires qui est en train donc de venir, et puis celle des conseils, des présidents des conseils régionaux. Il y a aussi le projet de relecture du code général des collectivités territoriales, puis le projet de redécoupage du territoire. Donc ce sont des préoccupations qui sont très importantes. Et puis vous voyez tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a eu comme on va dire tension autour de ces consultations-là. On se rend compte que il y a beaucoup à assainir. Et puis ça se tient dans le contexte aussi sécuritaire que nous connaissons. Donc c'est sûr que ce sont des éléments qui seront sur la table et qui seront discutés. C'est des moments où on va dire on a autour d'une même table ceux qui politiquement sont dans des clivages profonds, mais qui sont obligés d'arrondir les angles et conjuguer leurs efforts pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un minimum de vision ensemble pour un Burkina on va dire intéressant pour tous. Et les consultations électorales, on le sait, partout en Afrique, tant que ce n'est pas bien encadré, c'est le lit de beaucoup de problèmes. Et on attend de voir comment les choses vont évoluer au niveau de ce dialogue-là. D'accord. Alors c'est vrai que votre avant-propos nous situe, en tout cas dans le contexte du premier sujet, en tout cas choisi pour cette convocation, on l'a dit. Il s'est ouvert justement ce 17 juin 2021, ce dialogue politique-là. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour parler de deux grands sujets. Il s'agit de la situation sécuritaire et aussi le projet de relecture à minima du code électoral en vue des élections de 2022. Alors déjà, juge Bougma, c'est la deuxième fois qu'on assiste à un tel dialogue sous le régime Kaboré. Déjà, quelle est la pertinence d'une telle rencontre? Alors la pertinence de la rencontre, c'est ce que nous vivons sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur naturellement un certain nombre de choses également qui sont ce qu'on appelle des contradictions secondaires. Il y a la contradiction principale et secondaire, mais ici il y a des sujets principaux, comme je vais dire. Maintenant, il y a des sujets secondaires, mais qui se greffent à ces sujets dits principaux. Donc par rapport à ce dialogue politique, vous savez que le tout premier avait permis de faire bouger les lignes et de savoir que la question du référendum relève de la souveraineté seule du chef de l'État et qu'il y aurait une révision à minima au niveau du code électoral pour pouvoir permettre d'aller aux élections par rapport au niveau des circonscriptions électorales des zones sous conflit. Excusez-moi. Et maintenant, par rapport également au processus qui est en cours, parce qu'on ne pouvait pas faire une révision de fond du code électoral compte tenu du fait qu'il y a le découpage qui venait mais qui n'était pas évoqué, mais il y avait aussi la question d'aller directement donc au suffrage universel direct pour le choix des maires et tout, donc il fallait faire des révisions à minima et puis pour pouvoir avancer. Mais là, il y a d'autres réalités parce qu'il y a le découpage qui est un sujet politique, il y a la question du nomadisme politique qui est également un sujet politique que le code électoral doit pouvoir régler parce que le Conseil d'État d'ailleurs a dit qu'il faut légiférer sur ces questions-là. Il y a aussi les autres préoccupations qui ne peuvent trouver de nouveau que aussi à l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, parce qu'il y a des éléments également qui s'y retrouvent. Donc, il y a autant, parce que dans cette affaire-là, il y a limitation des mandats du député, par exemple, à 3 mandats. Il y a ces choses-là qui ne sont pas encore réglées. Donc, et
Ensuite, il y a aussi les questions sécuritaires. Alors qu'aujourd'hui, au Burkina, c'est consacré aussi que le chef de l'État a l'obligation aussi de consulter le chef de file de l'opposition sur les grandes questions qui intéressent la vie de la nation. Et donc, alors que la question sécuritaire aujourd'hui, elle est plus que préoccupante, il y a aussi l'autre question, c'est la réconciliation nationale. Tout le monde appelle de ses voeux, mais en même temps, il y a un ministère qui y travaille, il y a un Ashkroun qui est en fin de mission, mais aussi il y a des Burkinabés qui regardent. Donc, sur ces questions, qu'est-ce que le politique veut exactement, parce que c'est très important. Donc je pense qu'il y a quand même un menu sur la table de ces acteurs-là par rapport au dialogue politique. D'accord. Alors vous l'avez dit, la première rencontre avait permis de baliser le terrain pour les élections couplées de novembre 2020. Alors toujours dans ce contexte-là, il y a des questions que beaucoup se posent, notamment par rapport au format. Alors c'est les partis affiliés au chef de file de l'opposition, en tout cas, et les partis qui se reconnaissent de la majorité présidentielle qui se retrouvent autour de la table, mais il y a certains acteurs majeurs de la scène politique qui n'y sont pas parce que justement en refusant de se reconnaître dans l'un ou l'autre camp. Est-ce qu'il ne faut pas ratisser large pour permettre justement que les conclusions soient en tout cas beaucoup plus conciliantes selon vous? Bon, je crois que c'est un choix qui est fait avec ces insuffisances apparentes parce qu'il y a aussi ceux-là qui se disent, bon, écoutez, si vous n'êtes pas de la majorité, c'est que vous êtes de l'opposition. Et si vous êtes de l'opposition, de façon textuelle, il y a un porte-parole désigné, c'est celui qui vient en second en termes de nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est en tout cas légitimement et logiquement, ça ne peut que se comprendre comme ça. Maintenant, quand vous vous positionnez aussi autrement et que vous refusez de rentrer dans certains cadres, il va sans dire que lorsque ces moments-là adviennent, vous avez l'impression d'être, on va dire, laissé sur le bas de la route. Mais je pense qu'il y a une façon de fonctionner. Et là-dessus, sur la question de M. Faure, vous regardez, vous lisez les articles, c'est assez clair. Il est le porte-parole de cette opposition. Et bon, c'est un peu comme ça que les choses ont été ficelées. Maintenant, quand vous êtes ni d'ici, ni de là-bas, vous allez trouver aussi vos cadres pour vous exprimer. C'est de ça aussi qu'il s'agit, parce que on a quelquefois des points de presse auxquels nous sommes conviés, on a quelquefois des plateaux, on a des communiqués qui sont publiés qui permettent aussi à ces personnes-là aussi de donner leur position sur ces sujets-là. Et ça, je sais que ça ne va pas manquer. Mais je pense qu'il y a un cadre légal qui a été construit. Et maintenant, comme je le disais au début, il peut y avoir ces insuffisances, mais c'est comme ça pour l'instant que les choses se font. Et puis bon, quand vous regardez, c'est un peu, c'est là où vous voyez comment la cartographie change vite. C'est Eddie Kombo-Ego qui entre. Monsieur Zéphiri il est passé de l'autre côté. Donc vous comprenez comment est-ce que les choses changent vite en politique. C'est un peu cela. Mais aujourd'hui, les sujets qui sont abordés, je le disais un peu en avant-propos, sont quand même assez importants quand on voit la question de redécoupage, parce que vous savez, en la matière, certains diront très vite, ça peut être à tort ou à raison, que le parti au pouvoir va faire un redécoupage qui l'arrangerait. Parce que n'oublions pas aussi, dans le redécoupage, il peut y avoir de la stratégie, ça c'est clair, et qui pourrait être à notre faveur ou pas. Mais il faut que les différentes sensibilités, les différents groupes d'intérêt, au moins s'accordent sur un minimum et se satisfassent de ce qui sera fait ou comment est-ce qu'ils vont y aller. Et puis, il y a et là Bernard l'abordait tout à l'heure, la question non moins importante du nomadisme, avec, vous vous rappelez, la question des insuffisances ou des vides qu'il y a dans nos textes qui ont permis à certains de faire ceci ou cela. Et puis il y a un ministre aussi qui a été fortement critiqué pour n'avoir pas été patient, donc attendre que, malgré le conseil de spécialistes en la matière, attendre qu'il y ait une révision claire de la loi pour qu'il puisse prendre un certain nombre de mesures. Mais on est dedans, on est dans ce contexte-là que se tient ce dialogue-là qui doit, ma foi, aussi aborder toutes ces questions. D'accord. Alors c'est vrai, on parle de révision du code électoral à minima, on parle aussi de la question sécuritaire. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre justement de cette rencontre-là? Bon, pour un dialogue politique, il faut s'attendre à tout et à rien à la fois. Parce que parfois les problèmes de fond sont souvent abordés, mais pas en rendu public.
ou parfois escamoté. Puis la méthodologie de travail, le chef de l'État a dit que ce sont les points consensuels qui vont être appliqués. Donc s'il y a des préoccupations soulevées qui ne sont pas consensuelles, ça ne va pas l'être. Et c'est là aussi toute la crainte, parce que l'homme politique lui calcule et il regarde en fonction effectivement de ce qui l'arrange, et c'est ce qu'il fait. Donc ce qui fait que quel qu'il faut s'attendre, parce qu'au Burkina on est très fort dans les rencontres, dans les textes. Maintenant c'est quand il s'agit d'appliquer les choses qu'en ce moment-là ça coince. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attendre. Parce que ce que moi je pourrais m'attendre à partir de ça, c'est d'être soutenu sur un certain nombre de choses qui sont soulevées par rapport aux questions de nomadisme et tout. Mais on va vous dire également que ça relève pratiquement du travail du ministère de l'administration territoriale. Parce que quand le premier dialogue politique s'était ouvert, sur certaines questions, ils ont dit que ça relève de la souveraineté du chef de l'État, ça relève de sa politique dans ce domaine-là. Donc à partir de ce moment, ça bloque également un certain nombre de choses. Mais par rapport à un certain nombre de choses contenues dans la nouvelle constitution en projet, je dis tel que la limitation des mandats des députés, en l'état actuel des choses, il y a de la question aussi de se poser sur sa pertinence. Ils sont nombreux, les politiques qui estiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Voyez-vous, le président actuel des États-Unis, Biden, il a intégré le Sénat américain, je pense que depuis 78 ou 79. Il y était depuis longtemps. Et ils sont très nombreux. Ça permet quoi? De capitaliser sur un certain nombre de choses. Pour un député, le premier mandat de 5 ans, c'est une phase d'apprentissage. C'est le deuxième mandat que monsieur semble stabiliser, maîtriser les choses. Le troisième mandat, c'est vraiment en ce moment-là qu'il commence à se bonifier par rapport à la tradition de l'Assemblée, par rapport au fonctionnement et tout. Et puis, tac, on coupe, comme on appelle ça. Malheureusement, il n'y a plus de mémoire. Mais prenons comme on appelle ça, la législature actuelle. Prenons une commission parlementaire comme la KJDH, qui s'occupe des questions juridiques et tout. Mais vous prenez la KJDH, son président, qui est un ancien, c'est un vétéran. Donc vous prenez le président de la KJDH sur les travaux de fond des jeunes juristes qui sont chevronnés par rapport aux travaux de commission. Il y en a qui vous disent attention, le vieux n'a pas notre niveau d'instruction, mais le vieux nous apprend des choses sur le droit et sur l'histoire de certaines lois. Parce qu'il l'a capitalisé. Il va vous dire que oui, telle loi, ça a été voté quand il y avait ceci et ça répondait à cela. Et certains qui sont dans la commission vous disent qu'il les édifie. En fait, c'est en même temps un nouvel apprentissage pour eux. Ils se disent qu'il y a des éléments qui allaient échapper s'ils n'avaient pas été dans la KJDH sous le magistère du vieux père, comme il l'appelle. Mais c'est quoi? C'est cette expérience-là qui permet aux jeunes de capitaliser et aussi de grandir. Mais je crains que pour ces questions-là, à un moment donné, on n'est pas ces cas-là. Alors qu'un pays aussi a besoin de ces mémoires. Si c'était des postes dominatifs, faut-il, je comprends. Mais là, il s'agit de postes de compétition. C'est des postes de compétition. Si vous arrivez à vous faire élire, voilà. Si vous n'arrivez pas aussi à vous faire élire, oui. Dans ces élections qui sont passées, il y en a qui ont une tradition de pouvoir se faire élire, mais qui ne sont pas passées, qui ont été battus. Et certains par des jeunes. Prenez le Sanguier. C'est une compétition. Monsieur Tiao a une longue expérience politique, mais il n'a pas pu passer. Face à des jeunes comme Edasso, de l'UNIPS, qui est vraiment jeune, l'avocat, mais qui a battu à plat couture ces anciens qui sont dans la scène politique. J'ai dit c'est une compétition. Bongessa Arsène, ancien président de l'Assemblée nationale, il est revenu, il a compétit, il a battu des jeunes dans sa zone. Donc, j'ai dit bien c'est une compétition. Au moment où certains ne pariaient pas gros par rapport à un comeback, le CDP n'avait plus le pouvoir. C'est vrai que Bongessa, c'est une longue carrière politique. C'est aussi l'une des boîtes noires de notre République. Là, il faut pas se flatter.
Mais des gens avaient dit il est âgé, et puis après la suspension des 5 ans, compte tenu du fait qu'il ne pouvait pas faire acte de candidature, sur le dossier qui plane, il est vomi, c'est pas évident, mais les résultats ont prouvé que monsieur a toujours de l'assise. Et c'est des gens qui ont encore des choses à apporter à la construction de notre jeune démocratie. Mais je dis bien sûr, cette question de limitation des mandats des députés, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec. Mais ceux qui sont de la société civile, dont beaucoup n'ont pas cette expérience politique et qui n'ont peut-être pas un autre regard. Moi, je n'ai pas dit que le travail n'est pas bien, mais qui n'ont pas un autre regard, estiment que non, il faut également que l'alternance soit partout. Malheureusement, à la tête de ces mêmes OSC, vous trouvez ces mêmes qui réclament de l'alternance pour le politique là, qui est à la tête d'une structure depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et même au-delà au Burkina Faso. Et c'est les mêmes là qui réclament. Et quand vous posez la question, on dit non, là c'est différent, c'est un poste technique, c'est pas évident. Mais ici, pour le chef de l'État, je n'ai rien à dire, ça je suis tout à fait d'accord. Mais pour des postes qui permettent à ces choses-là, il y a un débat de fond. J'ai dit, pour avoir discuté avec beaucoup d'hommes politiques sur la question, il y en a qui ne sont pas d'accord, même à l'intérieur des partis politiques. Mais il y en a aussi qui sont d'accord. Est-ce qu'une telle question va revenir sur la table? Parce que la commission constitutionnelle a bouclé ses travaux, ça est maintenant entre les mains du chef de l'État qui va en faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est tard, c'est pas tard? Moi, je n'en sais rien. Donc, il y a autant d'éléments sur cette question. Mais il y a aussi le choix des commissaires à la CENI. Mais ça va relever de la chapelle, le choix va relever des différentes entités qui doivent pourvoir les commissaires. Mais le débat de fond, c'est aussi par rapport à la CENI. Est-ce qu'il faut revoir la CENI dans sa forme actuelle? La façon d'organiser nos élections, de faire l'enrôlement. Si à chaque fois il faut aller au-delà de 100 milliards pour organiser des élections, donc vous n'avez que quelques personnes qui partent s'aligner pour élire le chef de l'État. Et à la fin, ça joue également sur la légitimité du chef de l'État. Parce que quand vous avez 21 millions et vous avez 1,6 million qui élit le chef de l'État, ça pose un problème en termes de légitimité. Parce que la grande masse qui vote 10 millions d'électeurs n'est pas partie. Parce qu'au total, vous n'avez même pas 5 millions qui sont sortis. Donc il y a aussi ces questions-là de fond que le politique doit avoir le courage d'aborder. Est-ce qu'on l'aura à l'issue de ce dialogue? Je ne sais pas. Maintenant, il y a aussi l'épineuse question sécuritaire et la nécessité pour les Burkinabés de comprendre qu'on n'a qu'un seul pays et qu'on doit parler aussi protection, comme on appelle ça, unition. Mais ça aussi, c'est des questions, je dis bien, ce sont des débats de fond. Parce qu'on est toujours dans la posture de l'accusation et de ressasser le passé. Mais bon, espérons que le dialogue va pouvoir vider. Mais il y a des questions de fond qu'il faut avoir le courage d'aborder. D'accord. Alors, on a dit à l'ordre du jour, on a des questions d'intérêt national. Souvent, ce sont des questions aussi également transversales. Beaucoup estiment justement qu'en tenant compte de cette situation-là, on pourrait peut-être trouver un autre nom, mais élargir ce cadre de concertation-là à d'autres organisations, notamment les organisations de la société civile, pour qu'ils puissent donner leur lecture là-dessus. Vous savez, en la matière, il y a les propositions ne vont jamais s'achever et chacun trouvera peut-être qu'il pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre pour peu que ce moment de dialogue-là leur soit ouvert. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs cadres pour discuter des mêmes problèmes. Vous voyez, quand on prend la plupart des sujets qui sont discutés, ceux dont nous parlions tout à l'heure, de coupage, donc prochaines consultations électorales et tout, ça c'est du typiquement politique, où ceux qui sont autour de la table stratégiquement ont leurs intérêts et ils voient dans les décisions les choses se ficeler d'une façon ou d'une autre pour eux. Et donc, je ne sais pas ce que certaines structures viendraient chercher là. Et puis, c'est un cadre qui est bien défini, dialogue politique entre des forces qu'on connaît. Maintenant, si pour les mêmes questions, il faut ouvrir, je pense qu'il y a d'autres cadres qui permettent d'entendre ceux-là qui ne sont pas foncièrement dans leur essence politique et dont la vie pourrait contribuer. Mais moi, je voulais m'arrêter aussi sur la réalité que souvent ces rendez-vous-là, c'est bien, mais il faut se rappeler de ce qui en sort et puis se demander est-ce que vraiment ça a servi.
Le dernier, c'était 2019, le dernier dialogue. Maintenant, il y a eu un autre qui a été fait en urgence, je pense en 2020, c'était pour la question du calendrier, voilà, le maintenir et tout. Mais pour celui de 2019, par exemple, qu'est-ce qui en était sorti? Vous allez comprendre, j'ai ici les recommandations. Écoutez bien, renforcer, parce que là, la question qui était cruciale, c'était la question de la sécurité aussi, tout comme aujourd'hui. Renforcer les recommandations, renforcer les capacités matérielles, financières et humaines des forces de défense et de sécurité, instaurer une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la nation, susciter une mobilisation de tous les acteurs politiques autour d'une politique nationale de sécurité élaborée, organiser un panel intramuros sur les fondements du terrorisme en impliquant les forces de défense, sécurité et certains érudits de la question, élaborer et adopter de façon participative et solennelle impact patriotique national, impliquer des sociologues, historiens, anthropologues, ethnologues, hommes de culture et personnes expérimentées dans la réflexion sur le problème sécuritaire, et instaurer un dialogue permanent entre les acteurs politiques sur les questions sécuritaires, définir une stratégie pour canaliser l'intervention des partenaires, renforcer le climat de confiance. Il y en a beaucoup comme ça, rassurer les normes et valeurs positives en impliquant les autorités morales, traditionnelles. Donc vous voyez, ça ce sont les recommandations qui sont sorties du dernier dialogue. Mais quand vous finissez de voir tout ça là, c'est de l'ordre du bon sens. Mais après, celui qui a l'obligation de décider fait face à sa réalité et continue de gérer le pouvoir qu'on lui a confié pour 5 ans. Maintenant, pour moi, ce dialogue a tout son sens sur certaines autres questions qui sont purement politiques. Sur la question sécuritaire, vous voyez ce qui a été donné ici, on l'entend à longueur de journée, même dans leur point de presse. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça change grand-chose en termes d'offres nouvelles ou bien d'orientation nouvelle ou bien non, je ne vois pas. Maintenant, ce qui est d'intérêt pour moi prioritaire pour eux, par exemple la question des découpages, ils se disent, si on n'est pas vigilant, ça peut se passer d'une façon où ça ne sera pas trop intéressant pour nous, parce que politiquement, voilà comment nous sommes assis, voilà notre cartographie en termes de présence, et donc si c'est découpé d'une certaine façon, ça sera difficile pour nous. Ça, c'est de l'ordre de leurs intérêts directs. Là, sur ces questions, je vois que c'est un dialogue qui peut permettre vraiment d'arrondir les angles et puis permettre des discussions plus franches et que les gens se parlent, puisque les cadres en la matière où il y a ces discussions directes comme ça entre eux ne sont pas nombreux. Mais je dis pour les autres questions qui sont de l'ordre de l'exercice même du pouvoir et ce sur quoi le président sera jugé, et lui, son gouvernement et le projet qu'il nous avait présenté lors des consultations présidentielles dernières, ça, quelquefois, il faut laisser les gens faire leur travail, quitte à juger après. Je crois que c'est bien cela. Alors, juge Bourgoin, on l'a dit, réunir les acteurs politiques, c'est bien. Faire des recommandations, c'est encore bien, mais il faut les mettre en œuvre. Alors, sur la question de la mise en œuvre, votre regard là-dessus? C'est beaucoup plus là que les problèmes sont compliqués. C'est la question de comment est-ce qu'on met les choses en œuvre. Là, il y a plusieurs canaux. Parce que quand vous décidez, il y a d'autres qu'il faut déposer sur la table de l'Assemblée nationale pour légiférer, par exemple. Quand on devait aller sur les questions de VDP, c'est vraiment des questions d'intérêt national, c'est tout. C'est vrai qu'il faut passer par la case Assemblée nationale. La loi a été votée à l'unanimité, on le sait, mais même pour ce qui concerne le découpage et tout, ça va passer par la case Assemblée nationale. Et si à ce moment, il peut y avoir de la modification, ça peut passer, ça peut ne pas passer. Il y a d'autres également qui implique d'autres forces, comme Geoffroy l'a dit. Donc à un moment donné, il faut intégrer d'autres forces à la discussion, des organisations de la société civile et autres. Donc il y a ces éléments-là. Il y a d'autres également qui passent par l'application pure et simple de ce que nous avons comme substance déjà, qu'on a déjà. Le chef de l'État a commandité un travail de 100 jours sur la politique sécuritaire. Le document est sur sa table. Il y a un très bon contenu là-dedans, sur le plan diplomatique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice. Sur un certain nombre de choses, le document, il est là. Mais est-ce qu'il sera mis en œuvre? Il y a des éléments de ce document qui s'ils allaient être mis en œuvre, ça faciliterait même la tâche, je dis bien, à M. Diabré. Même parce que sur la question de la réconciliation, il y a également ces dossiers-là. Donc, c'est la question de la mise en œuvre. Le Hachkourou est venu hériter d'un dossier, d'une corbeille de plus de 5000 dossiers. À l'arrivée, qu'est-ce que le Hachkourou n'a pu faire en 5 ans? On a, comment on appelle ça,
un conseil de défense nationale, parfois qui se rencontrent, mais sur le plan de terrain. Donc ici, il y a des éléments dont on n'a même plus besoin de rencontre. Il faut appliquer l'existant. C'est pas fait. Il faut passer, je dis bien, par la case de la justice, mais aussi il faut compter sur la bonne foi de ceux également qui les mettent en œuvre. Donc, nous sommes dans une situation où les mêmes hommes politiques qui sont sur la même table, vous avez souvent l'habitude de dire, dorment sur le même lit mais ne font pas les mêmes rêves. Et la conséquence à l'arrivée, c'est ce que nous vivons. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut une bonne dose de bonne foi, mais je pense aussi qu'il y a un capitaine d'un navire qui doit dire on navigue vers là. Parce qu'à la fin aussi, il y a une décision finale, il y a un choix qui revient à quelqu'un. Vous avez beau consulter, vous avez beau écouter, après vous faites un choix, vous prenez une décision. Et ça, c'est quelque chose également de très 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 important. Donc, parce que les politiques seules ne pourront pas régler les problèmes que nous avons. Les OSC seuls ne pourront pas également. Donc il faut une connexion de ces énergies-là, naturellement, pour avancer. Mais, je dis bien, mais comment? Ça, je dis bien, c'est la grosse question. Sur la question de la réconciliation, par exemple, le ministre a son programme. Est-ce qu'à l'intérieur, à l'issue du dialogue, il acceptera une modification, par exemple, du programme qui est en cours? Si ils estiment que c'est important. Nous sommes en train de faire les assises pour aboutir à la tenue du forum. Mais les grandes questions, à un moment donné, vont demeurer. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux questions de justice ou de ceux qui sont pendants? Que fait-on par rapport à ceux qui veulent rentrer? Que fait-on? Donc, maintenant, je dis bien, tant qu'on n'aura pas, je dis bien aussi une bonne dose de bonne foi, ça va être difficile. Mais au Burkina, il faut qu'on laisse tomber aussi les réunionites, quoi. Les petites réunions inutiles, là, à un moment donné, ce n'est pas nécessaire. Autant de rencontres, et à la fin, on n'a pas un résultat. Autant de rencontres, à la fin, on n'a pas le résultat escompté. Autant de rencontres, à la fin, on n'a pas un résultat escompté. Mais, comme on appelle ça, quand est-ce qu'on pourra finir? Je dis bien, maintenant, certaines décisions aussi nécessitent l'implication, la volonté du chef de l'État. Donc si vous arrêtez, après il y a quelqu'un qui applique. C'est au niveau de l'application que les problèmes vont se poser. Donc c'est pourquoi j'ai dit, oui, un dialogue d'espoir, mais est-ce qu'on aura réellement des fruits à la dimension de la promesse des fleurs? Ça, on attendra de voir. D'accord. Alors vous l'avez si bien dit, les résultats de ce cas de dialogue sont attendus pour le 19 juin, donc demain. Alors des résultats certainement que nous pourrons commenter lors d'une convocation au tribunal de l'actualité. Nous allons passer au deuxième sujet retenu pour justement la présente convocation et nous irons du côté de la Côte d'Ivoire où le procureur Richard Adou a requis mercredi la perpétuité contre l'ex-premier ministre et ancien chef rebelle ivoirien Guillaume Soro. Il est accusé, je le rappelais, de complot contre le pouvoir. Il avait été condamné, il faut le savoir, à 20 ans de prison ferme pour essai de deniers publics. Alors, juge on peut dire que les choses se compliquent pour le soldat Soro. Ah oui, les choses se compliquent pour lui et ça n'a pas commencé maintenant et pas que pour lui et ses proches. On sent que depuis le désamour qui maintenant est plus que consommé entre lui et son ancien mentor, Alassane Ouattara, eh bien il a tous les soucis avec la justice ivoirienne. Et ça dérange un peu, d'autant plus qu'on se pose la même question, où était cette justice-là lorsqu'il était encore en odeur de sainteté avec son patron? Parce qu'il y a beaucoup de faits qui lui sont reprochés, qui datent de périodes auxquelles il était en fonction avec donc notamment son mentor et tout. Donc ça fait qu'il y a des questions légitimes on pourrait donc se poser. Et
il y a sa posture aussi à lui. Je ne sais pas si je me rappelle, le ministre de la Réconciliation nationale, le ministre ivoirien, Kakabe, disait, parlant du cas Soro lorsqu'on l'interrogeait, il dit c'est un cas qui n'est pas facile. Comme quoi, Soro lui-même ne rend pas facile les choses, dit-il. Donc, quand vous entendez cela, vous comprenez que ce n'est plus une question de clivage ou d'opposition, mais c'est encore plus dur entre deux messieurs, je parle d'Alassane Ouattara et Soro Kibafouri, qui ont été en tandem. Vous savez, le désamour est d'autant plus profond et fort que vous avez été ensemble et très proches. C'est ça en fait. Et la force de la douleur qu'il y a après et quelquefois les antagonismes sont d'autant plus profonds que vous avez été des personnes qui se sont soutenues et fortement aimées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu à qui aura la tête de l'autre. C'est ce qui est en train de se passer. Mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'homme fort, c'est bien Alassane Ouattara. Le même qui a fait des pieds et des mains pour ne pas que Soro Kibafouri en France soit arrêté. C'est le même qui a mis la pression pour que Soro ne soit pas arrêté en France. C'est ce même-là qui utilise tous les moyens pour pouvoir le faire revenir aussi à Abidjan ou pouvoir le faire arrêter. Et même tous les jugements qu'il y a par contumace, il trinque grave. C'est pas la première décision de justice qui est donnée sur son cas. Donc on est dans cette réalité là. Ou aussi à la vérité on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un genre de justice qui est aux ordres. Ah oui, parce que la justice ivoirienne aujourd'hui a regardé beaucoup de décisions qui sont prises et regardez aussi les geôles. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'affaires politiques qui sont tranchées par la justice et très vite, les gens sont mis derrière le barreau. Et ça, je trouve que ça ne donne pas un beau visage de cette justice-là. D'accord. Alors, ironie du sort, cette information sur la réquisition du procureur tombe la veille du retour de Laurent Gbagbo sur le sol ivoirien. Quelle lecture on peut faire en lien avec justement ces deux événements? En tout cas, au moment où on accueille un héros, il y a un qui est voué aux hégémonies. Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir de cette affaire-là? Mais en même temps, c'est au moment où le premier père, parce que Soro a plusieurs pères finalement, le premier père de Soro arrive, que lui il est vraiment dans des problèmes, parce que c'est Gbagbo, Soro aussi c'est un produit de Gbagbo qu'il a formé, avec lesquels ils ont même passé les nuits parfois à Maman, dans le village natal de Gbagbo. Donc c'est une longue histoire de compagnonnage, de formation et de partage de visions communes pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. À un moment donné, le terrain politique les a divisés, ils se sont retrouvés, puis bon voilà. Donc c'est aussi un Soro qui, je dis bien, qui a navigué entre Gbagbo, Alassane et Bidi après. Aujourd'hui, finalement, qui se retrouve, vous ne savez pas à qui est-ce qu'il accroche, comme l'avait dit Kakabe, rappelé par Geoffroy. Finalement, qui est seul envers et contre tous. Donc, il y a aussi eu des parrains qui étaient forts pour le protéger en ce moment, parce que Gbagbo constituait un bon parrain. Et à un moment donné, Alassane aussi a constitué un bon bouclier pour lui, même face au dossier burkinabé, dans le cas du putsch. Donc il y a cette réalité aussi qui est là. On a vu comment est-ce que au Burkina ça a bougé pour pouvoir tirer ce monsieur d'affaires après l'injonction d'Alassane Ouattara. Et puis finalement nous avons dit on va régler ça de façon diplomatique en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, après la rencontre entre le président Kaboré et le président Ouattara que cette décision avait été prise et puis la suite on la connaît. Donc aujourd'hui qui également se retrouve presque sans un parrain à l'intérieur. À l'extérieur, c'est vrai, il a des soutiens, il est proche du président congolais Denis Sassou Nguesso. Mais là, le Congo, compte tenu de
de la position du Congo par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est pas aussi pour faciliter les choses. Donc c'est un Soro qui a aussi ses relais à Abidjan. Certains se cherchent, d'autres se sont ralliés. Donc à un moment donné aussi qui s'est cru plus fort et très fort. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, hier d'ailleurs il a fait un écrit, il dit espérer que ce retour contribue réellement à la réconciliation, mais aussi à la libération de ceux qui sont détenus et au retour des autres exilés. Certainement il parle de lui. Il parle de lui-même parce que c'est lui-même qui a froissé les papiers au niveau de la commission électorale indépendante de l'Abidjan. Damana Pika, c'est Abidjan. Kone Katina, fidèle parmi les fidèles aussi, un économiste très fin qui a servi sous Gbagbo dans le dernier gouvernement aussi est rentré. Donc ceux également qui avaient le langage dur sont rentrés. Au moment où Soro leur disait d'ailleurs de venir qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire qui est bien, il disait ça à Blé Goudé, ce n'est pas la peine de fuir, il faut venir, la justice elle est propre. C'est devant cette même justice que lui il fuit aujourd'hui. Il parle de jugement politique. Mais en son temps, il savait bien que ceux à qui il parlait sont des hommes politiques et que c'était aussi un dossier politique. Parce que lui, dans son cas, qui a été inquiété, c'était pas politique, il ne voyait pas ça. Parmi les communes dénoncées, épinglées dans les rapports des organisations internationales et même de l'ONU, c'était pas politique. Donc il faut arrêter, il faut être cohérent, c'est ça aussi. Gbagbo avait accepté de dire que c'est politique. Son dossier est politique, il assume ça. Donc, moi je ne sais pas de quoi est-ce qu'il dit que c'est un jugement politique, puisque lui-même il s'en est servi. Donc aussi c'était aussi un retour de bâton. Mais il y a aussi un Alassane Ouattara qui regarde. Et aujourd'hui, les uns et les autres se posent la question de comment celui aussi ménage sa porte de sortie à la fin aussi de son magistère à la tête de l'État ivoirien, si d'ailleurs il aura fin à la tête de l'État ivoirien. Donc, au moment où Gbagbo, c'était un retour triomphal célébré avec faste, Soro également qui était adulé, regarde dans un coin de la Côte d'Ivoire, et il y a beaucoup qui, au niveau de l'opinion ivoirienne, ne prennent plus pour argent comptant son discours, compte tenu du fait que beaucoup de promesses n'ont pas eu lieu quand on prend la période électorale et tout ce qui s'est passé, et quand beaucoup également regardent que finalement le jeune Soro s'est accoquiné avec tous les barons de la scène politique ivoirienne, les 3 barons, en fonction de ce qui l'arrange du moment. Donc en fonction du moment, il change de baron. Contrairement à Blé Goudé qui est resté fidèle à Laurent Gbagbo. Fidèle jusqu'au bout, et qui avait même écrit en pleine crise ivoirienne à Soro pour lui dire fais attention, sois constant. Prenez les caciques de la Fessi et demandez-leur qui est Soro. Ils vont vous dire qu'ils sont déçus parce qu'il est à Lima, au niveau de la Fessi, présenté comme un traître. Ça, les fessistes bontés le disent, compte tenu de ce qui s'est passé entre lui et Gbagbo. Donc il décale, il dit bon, mais lui il avait dit qu'il ne peut pas pactiser avec des gens qui prêchent un discours qui divise les Ivoiriens, qui prêchent un discours xénophobe. C'est pourquoi il a pris ses clics et ses claques. Ça peut se comprendre. Effectivement, ce sont vos convictions que vous défendez. Qui prend la tête d'une rébellion, après qui revient comme Premier ministre, et qui quitte l'autre pour revenir encore comme Premier ministre avec Alassane Ouattara, ça ne va pas, il se rapproche encore de Bédié. Donc on a l'impression qu'en plus des convictions, il y a aussi des positionnements qui, quand ça m'arrange, pour le moment je suis là. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez seul, parce qu'il y a aussi une cohérence qu'il faut avoir. Quand vous n'êtes pas cohérent, à un moment donné, ça pose effectivement ce problème-là. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là que se trouve également Guillaume Soro. Donc au niveau du camp d'Alassane, au niveau du camp Bédié et au niveau du camp Gbagbo, le regard a changé. Donc il doit également avoir le courage de s'interroger que s'il y a la machine Alassane derrière moi, oui, mais en même temps, quelle est ma part de responsabilité? Il doit avoir aussi le courage de se regarder en face et de s'interroger. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas moi le problème? Ça, il faut également qu'il ait ce courage. Est-ce qu'il l'aura? Ça, je ne sais pas. D'accord. Alors, avec cette avalanche de condamnations et de dossiers devant la justice, on peut se demander finalement quel avenir politique pour Guillaume Soro. Est-ce qu'il sortira affaibli ou bien il peut jouer la carte de la victimisation pour avoir des sympathisants au niveau de la scène internationale? Je pense qu'en politique, tout est possible. Et quelquefois, c'est même
l'acharnement là qui fait de vous ou que vous construit un personnage pour lequel beaucoup auront de l'empathie ou beaucoup auront un autre type de sentiment. Mais je crois aussi que ce qui est en train de se passer dans le cas de Soro, c'est quand même aussi dommage, parce que vous regardez, il avait été déjà condamné pour 20 ans là sur la question de l'ESL. Maintenant, ce qui est requis pour cette autre affaire où on parle d'atteinte à la sécurité de l'État et tout, c'est maintenant la prison à vie. Mais il n'y a pas que lui, c'est tout ça qui donne aussi toute l'odeur d'acharnement sur lui et tout un groupe. Quand vous regardez, c'est quoi? Il est jugé par contumace avec 19 de ses partisans. Donc 20 ans de prison requis contre Souleymane Kamagati, celui qu'on appelle Soul to Soul, qui est donc son ancien chef de protocole. Il y a des réquisitions aussi qui ont été prononcées contre, par exemple, son avocate, l'ancienne ministre Afoussi Bamba, et puis contre son responsable à la communication, Touré Moussa, qui sont aussi en exil. Et c'est pas tout. Sur GPS, par exemple, Génération et Peuple Solidaire, ce qui est demandé par le procureur, c'est que pour des raisons le terme qui a été utilisé, c'est quoi? Il se livre à des actes subversifs via ce mouvement-là, donc le mouvement soit dissous et tout. Bon, on a écouté même aussi l'avocat de Soro qui disait, bon, il s'étonne que ce soit le procureur qui vienne demander que soit dissous un groupement, un mouvement que Soro a mis sur place, alors que il n'est pas trop dans son rôle. Mais enfin, il y a peut-être un certain nombre d'éléments qu'on peut reprocher à Soro, mais il y a un genre d'acharnement qui est peu voilé. Et ça aussi, comme vous le dites, ça finit par faire de quelqu'un une victime, même s'il y a beaucoup à lui reprocher. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et prêcher la réconciliation ou se dire qu'il faut, entre fils du pays, se mettre ensemble et tout, et puis avoir ce type d'agissement, ça fait comment dire cela, je ne dis pas deux poids deux mesures, mais ça fait dissonant. Aujourd'hui, regardez le cas Gbagbo. Ce que Soro endure aujourd'hui, c'est sans commune mesure avec ce que Gbagbo lui a eu à endurer. Juste après sa chute, tout le monde a vu la déchéance de quelqu'un. Et après, il est allé à la CPI dans les conditions que l'on sait, mais c'était encore plus dur. Et il a été traité ainsi. Aujourd'hui, son retour, on met sous le sceau de la réconciliation et tout, c'est une réalité, espérant que l'homme même soit dans une autre disposition qui est celle de vraiment travailler à cette réconciliation. Mais ça devient un retour presque dans l'acceptation forcée. Vous regardez comment les gens ont été gazés hier pour ne pas qu'on ait ce tatoupement monstre-là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que vous finissez aussi par vous acharner, vous faites de l'autre une victime, et il y a un sentiment qui naît naturellement, une empathie, et quelquefois, vous avez peut-être comment dire cela, vous avez le résultat plutôt contraire de ce que vous escomptiez. Et avec Soro, ça risque d'être ainsi si cela continue. Mais à Soro, on peut reprocher, et je le dis encore, beaucoup de choses. Je ne vais pas répéter ce que Bernard a dit, tant dans ses positions et dans sa façon d'être. Vous avez souvenance des audios qui le concernent avec la question Burkina. Et sur ce qui lui est reproché et pour lequel ce qui est requis, c'est la prison à perpétuité. Il y a encore des audios qui le concernent. Donc, c'est à croire que l'homme est coutumier aussi de ces entourloupes-là. Mais bon, je crois qu'on ne change pas sa façon de s'asseoir. Parce que pour que Alassane puisse être là aussi, ça a été bien ces types d'entourloupes-là qui se sont faits dans un attelage entre lui, Soro et Alassane, pour que cela conduise jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils aient pu faire plier Gbagbo Laurent en l'obligeant à aller à des élections, et ça a donné ce qu'on a vu. Donc il a toujours aussi été comme ça. Alors, juste pour moi, un mot sur l'avenir politique de Guillaume Soro. Un homme politique en général n'est jamais fini, sauf quand il n'est plus en vie. Il y a cette possibilité-là toujours de rebondir en fonction des aléas, en fonction de sa capacité de résilience. Donc, son avenir politique, il a toujours devant lui. Puis les jeunes aussi. Oui, et jeunes également. Donc, il y a aussi des leviers sur lesquels il compte
Maintenant, avec l'usure du temps, vous perdez certains leviers. À un moment donné, vous êtes un homme politique dans l'arène, mais par rapport à pouvoir atteindre le sommet, ça peut être toute autre chose. Vous êtes là, influent, tout le monde vous écoute, mais pouvoir arriver à faire de vous un chef de l'État, ça aussi, à un moment donné, ça devient très difficile, avec à l'épreuve de l'usure du temps. Donc je pense qu'il y a cette réalité également qu'il faut prendre en compte. Si on a sur le continent, on a des hommes politiques qui sont arrivés à un moment donné, et puis qui sont bloqués, qui sont populaires, mais qui n'arrivent plus à se faire élire président. Le Togo a un exemple, Momeni Fabre, Gilles Christ Olympio, et bien d'autres, et j'en oublie. Il y en a aussi qui, après toutes ces difficultés, ont réussi à se faire élire, mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Pas les mêmes parce que parfois c'est après une crise que la personne a le temps effectivement de rebondir. Comme en Guinée avec le président Alpha Condé. Après comme on appelle ça, la crise guinéenne, j'ai dit mais parce qu'en ce moment les cartes se redessinent et les choses sont encore plus faciles. Comme Ibeka au Mali. Les cartes se redessinent et les choses deviennent, je dis bien, encore plus faciles. Donc, mais là aussi, c'est consécutif à des crises. Maintenant, avec la situation actuelle, il y a aussi la question à un moment donné du rapport de force qui va s'imposer, la capacité à pouvoir créer des crises qui n'existent pas, comme l'a dit Charles Pasquale, une affaire dans l'affaire, à un moment donné, personne ne comprend plus, et puis bon, voilà. Mais ceux également qui rallongent sur le plan judiciaire, en réalité, c'est pour miner toutes les chances pour Soro de rebondir. C'est en ce moment qu'on a fait une victime à outrance et ça peut devenir sa force s'il sait canaliser cette victimisation. Et Alassane l'a si bien compris et c'est ce qu'il avait fait. Il dit on m'empêche d'être président parce que je suis musulman, on m'empêche d'être président parce que je suis Djoula, on m'empêche d'être président parce que je suis du Nord, mais il a canalisé toutes ces choses-là, fait de lui une victime parfaite. Il a su jouer sur cette fibre-là et c'était devenu en même temps, sa communication était bâtie autour de cette stigmatisation, autour de cette manipulation, entre griffes, si je peux m'exprimer ici, tirant parti effectivement des erreurs commises par le camp d'en face avec l'ivoirité. Donc il a pris sur lui que toutes ces lois sur l'ivoirité et autres c'est pour moi, c'est contre moi. Et la suite on la connaît. Donc en même temps, tout s'acharner sur Soro, vous en faites une victime et il peut l'utiliser avec génie. Là, ça dépendra maintenant de comment est-ce que les choses vont se faire. Mais maintenant, les cartes sont en train de se rabattre sur Abidjan. J'ai bien aimé le titre de l'Observateur Parga aujourd'hui. Que va-t-il faire de sa liberté? Parlant de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il va en faire? Parce que c'est un FPI qui est galvanisé. Parce que ceux qui sont sortis hier ne sont pas forcément des partisans de Laurent Gbagbo. Il y a aussi des frustrés, des déçus de la politique d'Alassane Ouattara. Et ça peut tromper. Comme l'insurrection burkinabé. Certains sont sortis parce que frustrés, parce que mis en touche et se disent qu'il y a un espoir. Donc, qui ne sont pas forcément partisans des partis politiques. Et Abidjan, Gbagbo est populaire, mais tous ceux qui sont sortis, c'est en même temps la dénonciation d'une politique qui est en cours. Comment est-ce que Soro pourra également canaliser ça avec des leviers à l'interne, de façon à pouvoir revenir en Côte d'Ivoire, sans qu'on ne saute les verrous des choses, et faire en sorte de pouvoir participer au processus électoral. S'il n'y a pas eu une épreuve de rapport de force, ou une crise qui rabat les cartes, c'est pas évident. Et tout va dépendre également de ceux qui vont venir après Alassane Ouattara, qui peuvent décider de l'amnistier, c'est possible, de l'amnistier, d'accorder des grâces présidentielles comme ils veulent à certains, et lui, et en ce moment ça peut lui, j'ai dit bien, lui donner des chances de rebondir. Mais là aussi, il va falloir que les leviers qui lui sont fidèles soient maintenus, parce que quand vous vous éloignez beaucoup, à un moment donné, les gens aussi trouvent d'autres choses à faire, parce qu'ils ne vous attendront pas tout le temps aussi. Alors peut-être dernière question au juge Va. C'est vrai qu'avec le retour de Gbagbo, beaucoup y voient un point de départ pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Comment on peut entrevoir cette réconciliation nationale avec Guillaume Soro qui aujourd'hui, vous l'avez dit, dans de beaux draps? Non, je crois que pour lui, la question n'est même pas l'intégrer dans le processus en tant que tel. C'est que l'impression que le régime a de lui, c'est d'un revanchard
abonné au trouble et puis au complot. C'est comme ça qu'il est présenté et c'est cette image-là qu'ils ont de lui. Et toutes les affaires le concernant et qui vont dans ce sens-là, c'est celles-là qui sont portées devant la justice et pour lesquelles il y a à répondre. Et quand vous regardez les décisions de justice qui ont été données, les poursuites contre les autres, je prends le cas de Gbagbo Laurent, c'est la case de la BCAO. Regardez Simone aussi. En fait, c'est vraiment bien différent. Ce qui tourne autour de Soro, c'est comme si on n'est pas loin d'un putsch. Et là, comment discuter avec quelqu'un qui à chaque fois veut prendre ton fauteuil? C'est un peu ça, pour caricaturer, c'est un peu ça la réalité. Donc, ça, tant que c'est pas réglé, ça sera toujours difficile. Et je dis encore, c'est la bagarre entre un mentor et son petit. Et c'est la bagarre entre deux personnes qui se sont épaulées stratégiquement, ont permis de mettre à genoux quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, voilà ce qui est en train d'advenir. Merci, messieurs les juges. Ouverture du dialogue politique au Burkina Faso et situation socio-politique en Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Gbagbo et la condamnation de Guillaume Soro. Nous avons eu la lecture des juges au siège. Merci en tout cas pour ces clés de lecture. Des analyses qui mettent un point final à une semaine de convocation et d'audition. Nous allons en tout cas nous retrouver lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.